All right. Oui, vous l'avez. Please be seated. Yona, thank you. Maître Jordache, merci Monsieur le Président. Alors, l'accusation a commencé et je n'étais pas entièrement sûre de ce qu'il voulait faire observer sur ce point concernant le terme de pousser à procure par rapport au terme d'utilisation, use. Alors, nous ne nions pas le fait que Brajnin ou Krachnik ont élevé les critères requis, mais il est évident à la lecture des deux jugements et lorsqu'on applique le bon sens et lorsque l'on voit les choses sous un angle pratique pour l'affaire, eh bien, l'utilisation use doit être affinée en fonction de la thèse avancée par l'accusation et Kratnicic l'a rendu extrêmement clair. Donc, j'utilise par exemple mon bureau devant moi, mais je ne peux pas l'emmener avec moi. Donc, on a besoin d'affiner un petit peu les choses du terme d'utilisation en fonction de l'usage, n'est-ce pas? Donc, le fait que l'accusation s'en tient au terme d'utiliser, use, revient à vouloir en rester à l'association, c'est-à-dire qu'il faut un seuil. Les choses restent vagues. Et donc, parce qu'en étant plus précis, eh bien, cela vous pousse plus facilement l'acquittement. Donc, l'adaptation de Krasnik au paragraphe 239, dans ce qu'a dit la Chambre d'appel, est évident dans ce qu'il y a un lien à montrer dans les ordres qui sont donnés et qu'il y a supervision des opérations et des ordres et opérations qui sont menées en œuvre sur la base d'un plan d'action qui, lui, a été formulé par les responsables politiques. Donc, dans le cadre de ma duplique, je voudrais reprendre certains éléments et puis je reviendrai aussi sur ce qu'a dit M. Stringer. Donc, d'abord, pour ce qui est de la question de la véracité de Kula, et ensuite, je reviendrai sur l'affirmation de l'accusation indiquant que Stanisic n'avait pas pu être autour toutes ces opérations de nettoyage ethnique et autour de tous ces individus qui y participaient sans lui-même être partie intégrante de l'entreprise criminelle commune. Donc regardons d'abord la cérémonie de Kula. Il est évident que ce discours ne contient pas la vérité. C'est une cérémonie de remise de récompenses, et, et donc l'accusation nous dit, en fonction de ce qui s'est passé, relate ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Mais je voudrais, pour ma part, reprendre les choses. Arrêtons-nous sur la tentative effectuée par M. Stanisic de mettre en place une unité antiterroriste en septembre 1991. Pourquoi, au moment où Stanisic est supposé élargir son opération des Bérets Rouges en Croatie, pourquoi est-ce qu'il décide que l'unité des Bérets Rouges doit rester à sa base et ne pas prendre part à une guerre, à la guerre, mais doit rester sur place et entraîne ses propres membres. J'en ai parlé dans le détail hier. Alors, je ne sais pas si l'accusation conteste cela, mais maintenant, il conteste notre témoin RFG 137 qui a déposé sur ce point pendant plusieurs heures, et je pense, et j'avance pour ma part, que les éléments de preuve étayent les choses très bien. Les hommes à Golubic n'étaient pas placés sous le commandement de Stanisic. Les 28 qui ont été sélectionnés l'ont été vers le mois de septembre. Ils sont arrivés
à Vretsagora, à peu près à ce moment-là, le témoin RFJ 137 l'a dit, et cela est étayé par les éléments de preuve. Mais laissons de côté le RFJ 137. L'accusation a oublié de donner les éléments d'un fichier de personnel d'un nationaliste qui admet lui-même l'être. J'ai oublié son nom, mais c'est à la pièce 1D0061, page 18 à 20, comme on le voit. On l'a vu sur la planche 2, à ne pas diffuser au public. Enfin, avant que nous ne passions à la planche 2, passons à la planche, reprenons la planche 1. Et voyons ce qu'a dit le RFJ 137 au sujet de l'objectif de l'unité. Parce que si le discours de cérémonie de Kula est exact, eh bien cela ne peut être exact. C'est-à-dire que Stanisic essayait de mettre en place une unité qui n'avait rien à voir avec la guerre. On le voit à l'écran. Mais passons à ce nationaliste qui, de son propre aveu, est nationaliste. Il s'agit là de preuves documentaires. On ne peut pas impliquer que le témoin est manipulé, les éléments de preuve. Et dans une déclaration du 6 mars 1992, cet individu a déclaré que, tout en croyant que, en rejoignant l'unité en gestation, il rejoignait une unité purement serbe, et bien là, il s'est rendu compte qu'il avait été trompé. Et à aucun moment, je cite, qu'il a été préparé d'aller après les Serbes, en dehors de la Serbie ou après les Serbes communistes. Fin de citation. Donc il est parti de cette unité en gestation, parce que elle ne poursuivait pas un objectif criminel commun. C'était évident. Ce n'est pas dans le discours de Kula, parce que ce discours de Kula ne fait pas état de la vérité. Le fait que, comme le RFJ 137 en juillet a confirmé dans sa déposition que l'on pouvait utiliser, il a confirmé, il s'agissait de savoir si Stanisic lui avait demandé si l'unité en gestation pouvait être utilisée à Vukovar. Il a dit non. C'était pour lui quelque chose qui ne pouvait pas être utilisé. Donc, est-ce que ce discours est exact? Est-ce qu'il résume les événements de ce qui s'est passé en septembre 1991 dans le cadre d'un objectif criminel commun? Et alors, pourquoi est-ce que ce discours de Kula ne correspond pas aux éléments de preuve donnés pour ce qui concerne la dissolution de l'unité évoquée dans le rapport de Krsmanovic en 1992. Et d'après l'accusation, la seule pertinence de la chose, c'est qu'après l'opération du couloir, l'unité a été dissoute. Alors nous ne savons pas, nous pouvons essayer de deviner ce que dit l'accusation. L'accusation qui voudrait qu'on laisse tout cela de côté, mais ils n'ont pas donné leurs commentaires sur l'impact juridique du fait que l'unité était dissoute. Mais ça va bien plus loin que cela. Et comme on le voit sur la planche 3, l'accusation se fondant sur Kula, qui ne saurait entraîner les juges sur le terrain où il souhaiterait vous entraîner, il laisse de côté les véritables éléments de preuve. Et donc le rapport de Krsmanovic est laissé de côté parce qu'il fait état d'une enquête. Alors ne disons pas pour autant que cette enquête est à 100% exact, mais en tout cas, il est fait état de crimes commis par les bérets rouges. Il y a eu des arrestations où on essayait de savoir ce qu'était ou ce qu'avait été l'unité des bérets rouges à l'instigation de Stanisic. Mais là où je souhaite attirer votre attention, c'est la partie que l'accusation préfère ignorer. Et
Dans le courant de 1992, pratiquement tous les membres ont abandonné l'unité de leur propre gré ou en ont été exclus pour des raisons diverses. Donc ce n'est pas uniquement le fait d'avoir dissous cette unité après les opérations de conflit, c'est une unité qui a connu une sorte d'effondrement au fil du temps en 1992. Alors on ne va pas entrer en deçà dans le discours de Kula, pas dans l'analyse de l'accusation en tout cas. Qu'est-ce que ça veut dire si tous les membres partent de leur propre chef de cette unité dans le courant de 1992? Et bien sûr, cela est corroboré par ce qu'en a dit Kasmanovic le 24 septembre 2019, page 20. Un grand nombre de membres de l'unité en gestation se sont tout simplement évaporés de la zone, certains ayant trouvé du travail et s'étant réfugiés à Ilok. En juillet 1992, Božević a informé 137 qu'il n'était pas en très bon terme avec Jovica et Franky, comme il le dit le 19 juillet 2017 à la page 59. Que dit l'accusation sur ce point? Absolument rien. Mais qu'est-ce que cela dit au juge au sujet du droit? Eh bien, même s'il n'y a pas d'éléments de preuve concernant le démantèlement, cela dit au juge qu'il faut que l'accusation doit établir au-delà de tout doute raisonnable que Stanisic, et là j'utilise les termes de l'accusation, Stanisic a utilisé Božević et Doboj, a utilisé Cerny à Bozanski-Samac, a utilisé Berchko, pas uniquement les a utilisés, mais les a utilisés pour commettre l'objectif criminel commun. Et mettons tout cela sur le plan de ce que veut l'accusation, Stanisic a commandé Božević, a commandé Zegora pour accomplir l'unification de la Grande Serbie. Alors, que disent les éléments de preuve au sujet du démantèlement? Que nous disent les éléments de preuve sur le départ des membres en 1982? Cela nous dit que l'étude qui est faite de tout cela doit être beaucoup plus rigoureuse parce que Božević est l'un de ces membres qui sont partis en 1992, etc. Et cela vaut aussi pour Crnogorac et d'autres personnes. Donc, c'est ce que l'accusation passe sous silence. Ce n'est pas juste l'utilisation du terme « utiliser ». Il faut mettre les choses dans leur contexte. Dans le contexte de l'affaire et à la lumière des éléments de preuve. Passons maintenant à la question de la théorie du tourbillon de l'acquisition. Alors j'aimerais dire plusieurs choses à ce sujet. Tout d'abord, messieurs les juges de la Chambre, vous appréciez bien sûr la question de l'association avec d'autres qui participent à des opérations criminelles ne donne pas énormément d'éléments que l'on choisisse d'utiliser le terme poussé à procure ou commander ou déployer. Ce qui est important, ce sont les preuves du commandement de Stanisic. Qu'avons-nous comme éléments? Quels sont les éléments de preuve qui tendent à prouver donc qu'il y ait eu de telles tentatives pour pousser les autres à agir? Et alors, deuxièmement, le fait que voyons pourquoi Stanisic n'a pas été poussé dans cette espèce de tourbillon et ce qu'en disent les éléments de preuve. Et je voudrais aussi reprendre la raison qui pousse l'accusation à abandonner son objectif criminel commun. On vient de le entendre tout à l'heure. Donc, la question de savoir ce qu'a fait Stanisic et ce que l'accusation peut prouver, c'est une question sur laquelle nous devons nous arrêter. Nous avons là un plan d'envergure qui doit être perpétré par l'unité. Alors,
ce que vous devez faire, messieurs les juges, bien sûr, c'est d'aller au-delà de ce tourbillon de criminalité extrêmement obscur, pour essayer d'en extraire des éléments clairs. Bien sûr, personne ne peut nier ce tourbillon. L'accusation a été de contourner l'absence d'éléments de preuve par différentes techniques. Je ne vais pas toutes les passer en revue, mais je voudrais en aborder certaines. Ils disent que Stanisic a agi dans l'ombre. Alors, au paragraphe 11, on dit l'accusé a entraîné des forces serbes en Croatie et en Bosnie et les a intégrées dans le cadre d'un réseau secret de camps d'entraînement qu'ils ont créés et dont ils étaient responsables, etc. Et au paragraphe 148, on nous dit que les membres de la GIATD, les membres de l'unité, ont continué à recevoir des bérets rouges et étaient appelés des bérets rouges ou des hommes de Frankie. Après avoir terminé leur entraînement, on nous dit comment Osman, ils reçoivent des uniformes de camouflage et des bérets rouges et ils reçoivent aussi des insignes des loups gris. On nous dit aussi au paragraphe 667 que la SDG portait des uniformes de camouflage de style de l'OTAN et portait des bérets rouges. Alors, en quoi consiste la thèse de l'accusation? En grande partie, il s'agit de faire tourbillonner les choses, si je puis dire, pour essayer de dissimuler le fait qu'ils ne peuvent pas montrer les choses plus clairement en essayant de affirmer qu'il agissait secrètement. Ce que je viens de dire au sujet des bérets rouges et des uniformes, manifestement, ne correspond pas à la thèse de la dissimulation ou du fait que tout cela fonctionnait de manière secrète. Il y a aussi un certain nombre d'éléments de preuve. On parle de Meric, on parle de l'assistance à la frontière, on parle de ceux qui se sont vantés d'avoir fait telle ou telle chose. Donc, le fait que l'accusation mette l'accent sur ce tourbillon de criminalité, en fait, revient à inviter les juges à vous lancer dans un plaidoyer de culpabilité par association, sans regarder les liens, sans regarder ce qui a poussé les uns et les autres à agir. Si Stanisic commandait Dragan en 1992, pourquoi est-ce que Mladic ne l'a pas noté dans ses carnets, son journal de bord privé? Si Stanisic commandait Sorgorovac à Brečko en 1992, pourquoi est-ce qu'il n'a pas empoigné son téléphone, a appelé Stanisic pour lui dire enlève tes hommes parce qu'il y a un problème. Pourquoi, à la place de ça, demander à Davidovic et à d'autres hommes de risquer leur vie pour venir en Bosnie, les arrêter et les expulser? Ça aurait été simple. Stanisic aurait été leur commandant pendant des années, ou en tout cas pendant 1 an, et donc il aurait coopéré avec Mladic et Miko Stanisic et d'autres. Donc oui, il y a énormément d'éléments criminels qui tourbillonnent, mais pas beaucoup qui font sens, en tout cas pas de liens qui apparaissent clairement dans la thèse de l'accusation. Que dit l'accusation en termes de l'implication de Bogdanovic qui envoie des membres de l'unité en 1992, comme le procureur le reconnaît au paragraphe 547 dans son mémoire? Bogdanovic a répondu à la demande de Brečko pour aider à nettoyer les musulmans en envoyant plus de membres de l'unité à Brečko sous la houlette d'Ivanovic. Voilà la criminalité tourbillonnante de Stanisic. Bogdanovic commandait les bérets rouges. C'est là une concession de l'accusation. Je pense qu'ils n'ont pas véritablement réfléchi à l'implication de tout cela sur la manière par laquelle cela permet ou ne permet pas d'établir que Stanisic commandait les bérets rouges.
Alors, j'aimerais voir un petit peu de plus près cette question de criminalité tourbillonnante. Que dit l'accusation au sujet des bérets rouges à Elok et sous le contrôle de Vojin Sucha et Milan Martic? Que disent-ils au sujet des bérets rouges à Skalani où Markevitch aurait rendu des comptes à Hadich en juillet 93? Donc, dans le cadre de sa théorie de la criminalité tourbillonnante, l'accusation commence à décortiquer les choses, mais on voit que tout cela s'effondre dès que vous examinez les liens. Il n'y a pas d'éléments de lien, d'éléments de preuve pour dire que Stanisic commandait Vojin Sucha. Nous l'avons abordé hier lorsque nous avons parlé de sa relation avec Martic. Pas d'éléments de preuve qu'il commandait Martic, et pourtant, ils ont les bérets rouges. Donc ce n'est pas juste les liens qui font défaut, ce sont les activités sur lesquelles il faut se pencher. Lorsque l'on regarde si Berjanin, Karechnich, l'accusation a essayé d'établir que Stanisic avait utilisé ou poussé des criminels à commettre l'objectif criminel commun. Alors évitons toute polémique sur ce point, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Mettons l'accent sur les crimes à proprement parler. Pourquoi est-ce que en 92 et 93, les bérets rouges évitent l'action militaire dans une large mesure et coopèrent avec la RSK et les autorités de la RS pour le pillage, beaucoup de criminalité, mais pas véritablement de soutien aux Serbes de Bosnie ou aux Serbes de Croatie dans le cadre de l'objectif criminel commun. Donc, d'après l'accusation, Stanisic a mis ses hommes à disposition, les a poussés à comme forme d'unité pour piller, parce que c'est ça qu'il faisait, le piller. Regardons par exemple RFG, ce que dit RFG 02 qui est allé à Novi Sad après le démantèlement de l'unité, et je parle de Cernogorach comme OFS 07, RFJ 100 et RFJ 037 est arrivé à Butchko vers juillet 1992 après la fin des opérations militaires principales. Comme on le voit sur la planche 4, Tunens n'a pas pu établir qu'il était là avant juillet 1992 et pourtant Tunens a essayé. J'en suis persuadée. Donc Cernogorach arrive et que fait-il? Eh bien, selon les éléments de preuve, il adopte une sorte de rôle de policier, reprend un poste de police sans autorisation et a recours immédiatement à la criminalité pour s'enrichir personnellement. On voit cela, messieurs les juges, A1D 006, page 10, RFG 035, 17 avril 2018, page 30. Mais les éléments de preuve sont limpides. Criminels de toutes sortes. Et donc, sans aucun doute, Cernogorach était un criminel. Et il ne fait aucun doute qu'il faisait partie de ces éléments tourbillonnants de la criminalité. Mais l'accusation doit faire un peu plus que ça, aller un peu plus loin et doit établir que Stanisic... et en fait, c'est vraiment pas logique. Stanisic, le chef de la sécurité d'État, qui a accès à des ressources, cela ne fait aucun doute, dont le bon sens nous dit que, évidemment, cela avec son poste. Quand je parle de ressources, je parle de finances. Mais que fait-il? Est-ce qu'il vole des caisses de l'État
Est-ce qu'il utilise ses relations avec Kertész pour prendre de l'argent de l'État serbe? Non. En fait, il crée Crna-Gorac, enfin une quinzaine de personnes, il les envoie en Bosnie pour voler des frigidaires, des télévisions, des téléviseurs, bon, chez des personnes malheureusement. Maître Stringer, Monsieur Stringer nous dit que le document à l'écran est un document confidentiel sous scellé. C'est un document de la défense, mais je souhaitais juste le souligner. Maître Jordache, toutes mes excuses, c'est ma faute. Jonas, I think you have my point. Monsieur le Président, je crois que vous avez compris ce que je voulais dire. En fait, le test Burjanin et Krajnik exige que Stanisic ait utilisé des auteurs directs afin d'atteindre l'objectif criminel commun, et la thèse de l'accusation d'une criminalité tourbillonnante n'aide pas vraiment, car Stanisic n'était pas du tout impliqué dans le trafic, la raquette, le vol de voitures et le vol de biens de victimes en Bosnie-Herzégovine. Cela n'a absolument aucun sens, mais ce n'est pas non plus la thèse de l'accusation, car leur thèse est que Stanisic a collaboré avec Mladic, avec Micho Stanisic, avec les échelons supérieurs des Serbes de Croatie et des Serbes de Bosnie. Donc il s'agit d'une opération de guerre qui qui s'adonne au nettoyage ethnique et non pas d'envoyer des personnes pour s'adonner au trafic et au vol de biens personnels. Un autre exemple, se concentrant sur la Bosnie orientale, Bojovic. D'après les éléments de preuve, 1D00116, page 1, P0362, page 2, P0194, page 2, P02274, page 1, 1D00069. Le groupe de Bojovic évitait les opérations de combat. Ils étaient impliqués dans le vol de frigidaires et autres et ne se subordonnaient pas au bataillon de Skeleni. Par exemple, un des 00116 décrit que, je cite, ils se sont simplement, ils se rassemblaient, ils occupaient un café ou un autre, ils désertaient leur endroit sans approbation, ils menaient des armes et s'adonnaient au vol. Donc, la criminalité tourbillonnante ne va pas emmener très loin l'accusation, à moins que cela n'ait un sens, que cela ne soit logique, car Stanisic ne peut pas être le bras droit de Milosevic et aussi s'adonner aux activités avec des paramilitaires qui volaient des biens et qui se rassemblent dans des cafés pour faire du grabuge. Non, cela va bien loin du grand plan qui est explicitement plaidé par l'accusation. Mais prenons maintenant la question de l'objectif criminel commun. L'accusation, la thèse de l'accusation, ce matin, dit, un instant s'il vous plaît, en fait, j'abandonne ce que je voulais dire tout à l'heure, mais prenons cette conversation, à savoir comment est-ce que Stanisic ait pu être là pendant qu'il y avait tout ce tourbillon de criminalité sans en être responsable, sans en avoir la responsabilité. Je crois que l'accusation ne le croit pas non plus. Et pourquoi dis-je cela ? Bien évidemment, l'accusation a la discrétion quant à ce qu'elle impute à Stanisic, mais ce qu'elle impute, en fait, est vraiment instructif. Alors, malgré d'avoir imputé à Stanisic le fait d'être une force conductrice, désignant, communiquant et mettant en œuvre des activités en Bosnie et en Croatie,
très étrangement, n'est pas non plus chargé de l'ensemble de l'objectif criminel commun tel qu'allégué pour Martic, Hadjic, Karadzic et Mladic. Et voilà la réponse à la question de M. Stringer. Si Stanisic a contribué à presque tous les aspects d'un objectif criminel commun à tout endroit et à tout moment, tel qu'allégué le 12 avril à la page 10, et si il est absolument impossible de t'entourer de ce tourbillon de criminalité sans en avoir la responsabilité, pourquoi alors les allégations de l'accusation n'englobent-ils pas certains aspects principaux de leur ECC? Donc Stanisic il n'est pas inculpé pour les opérations à Zagreb ou en Slavonie occidentale, il n'est pas inculpé du massacre de la ferme d'Ovčar, il n'est pas inculpé non plus pour les activités à Osnovo, ni les prisons de Bejevci et Stejevci, mais c'est Hadjic qui en est accusé. Et donc la comparaison est vraiment très frappante parce que Stanisic n'est pas du tout accusé pour les événements à Srebrenica en dehors des meurtres effectués par les Scorpions à Tornovo. Il n'est pas non plus accusé du siège de Sarajevo. Donc l'accusation pose la question et la réponse est la suivante. Il est tout à fait possible d'être autour de cette criminalité tourbillonnante et il est tout à fait possible également d'être un architecte principal de l'objectif criminel commun, mais l'un des personnes mettant en œuvre le tourbillon de criminalité et mettant en œuvre cet objectif criminel commun, mais sans en être vraiment responsable pour tous les faits incriminés. Une autre question se pose quant à 1995, s'agissant de cet acte d'accusation. Monsieur le Président, Messieurs les juges, vous aurez certainement remarqué que la JATD, même s'agissant de la thèse de l'accusation, était impliquée dans l'opération PAOK et dans les opérations de défense en 1995. J'en arrive à ces opérations dans quelques instants. Donc il est tout à fait possible pour que Stanisic s'est trouvé là sans avoir été entraîné dans un très grand nombre d'activités des Serbes de Bosnie en 1994 et 1995. S'agissant de l'opération PAOK, eh bien, nous avançons que l'opération PAOK n'a absolument rien à voir avec l'entreprise criminelle commune, ni avec les opérations de défense en 1995. Tout cela est tout à fait possible. C'est tout à fait possible d'être là, en plein milieu du tourbillon de criminalité sans en être impliqué. Et l'une des manières de laquelle il est tout à fait possible de ne pas être impliqué, tout en étant entouré de ce tourbillon de criminalité, c'est que cette personne faisait autre chose. Donc la thèse de l'accusation et du droit international criminel, à savoir que si on est là, on doit être absolument coupable, et si l'on a quitté cet endroit et si l'on est mort, et bien à ce moment-là, la personne n'est plus du tout coupable. Mais cela a été démystifié. Pourquoi? Parce que la rigueur du droit exige qu'il existe des liens adéquats, de vrais liens, et que ces liens doivent être établis pour prouver cela. C'est donc la raison pour laquelle Maître Jordache dit, excusez-moi, je vais revenir un petit peu en arrière. Alors, Stanisic était à la tête d'une institution civile. C'est l'une des raisons pour lesquelles l'on peut se trouver entouré d'une activité militaire sans en avoir la responsabilité. C'est pourquoi, Monsieur le Président, lorsque vous avez examiné ou lorsque vous examinerez les éléments de preuve, vous verrez qu'il disparaît de la Croatie, comme je l'ai mentionné hier au mois d'août 1991, et en réalité, il disparaît également de la Bosnie, comme je l'ai mentionné avant le mois de mars 1992. Vous savez, lorsque vous êtes à la tête d'un système civil, d'un système de sûreté de l'État, eh bien, il n'est plus besoin de parler de l'appartenance
au service de sécurité d'État pour parler des activités de la guerre, car c'est l'armée yougoslave dont on peut parler. Bien évidemment, on peut entraîner une institution civile dans la guerre, et ceci, effectivement, a eu lieu pour ce qui est de l'opération PAC, et c'est ce qui est arrivé pour ce qui est des opérations de défense en 1995. Mais il y a une très bonne raison pour cela, c'est parce qu'en réalité, cela n'avait absolument rien à voir avec des crimes commis ou la criminalité. Et deuxièmement, il existait des circonstances particulières pour lesquelles la VJ n'aurait pas pu être impliquée avant ces dates, les dates en question. Tel qu'établi au paragraphe 1.5.1.6 de notre mémoire, Milovanovic a confirmé en 1995 justement ce que je suis en train d'avancer lorsque Stanisic a essayé d'entraîner Milovanovic pour reprendre le commandement de PAC au-delà de Stanisic. La réponse de Milovanovic est vraiment très intéressante. Il a dit, je cite, « Jovica, je ne vais pas exécuter tes ordres, tu es un policier et tu n'es pas un soldat. » Et c'est ainsi que le rôle de Stanisic n'était pas celui de faire le procès de la guerre. Cela n'est pas du tout contesté. Vous pouvez douter ces motifs, mais il n'y a absolument aucun doute qu'autour du mois de septembre 1991, il avait essayé de faire en sorte que Babic signe le plan Vance de l'entraîner. Et comme cela est indiqué dans P02771, conversation interceptée datant du 8 août 1991, Stanisic a appelé Karadzic et lui a dit qu'il avait lutté contre Babic pendant 2 jours. Et Stanisic a trouvé que c'était un homme difficile, qui n'avait pas de vision politique. Tel que l'a mentionné Stanisic le 7 janvier 1992, il avait déjà séjourné en Croatie et c'est à P02787 une autre conversation interceptée avec Karadzic. Donc il s'était rendu en Croatie pour essayer de convaincre les dirigeants du RSK pour agir de manière responsable, plus responsable, et de signer un accord de paix. Donc à l'époque où Stanisic était censé être en train de faire la guerre, il était en réalité en train de persuader, de convaincre Babic, Martic et d'autres auxquels il fait référence comme étant, je cite, des tchétniks et des incompétents. Alors, comment est-il possible d'être autour de ces personnes sans être responsable de leurs agissements, de leurs actes? Eh bien, voilà, ce que je viens de dire, justement, démontre comment cela a été possible. Et les éléments de preuve sont vraiment très clairs. Comme de l'eau de roche autour du mois d'août 1991, Stanisic essaie de convaincre les dirigeants de la RSK d'accepter le plan de paix, Vance. Et qu'est-ce que cela dit quant à sa réelle autorité sur ces derniers? Eh bien, on apprend que ce n'est pas beaucoup, il n'avait pas une grande autorité sur eux, ni sur Milosevic. Et deuxièmement, cela nous parle également de son intention. Et puis, un autre élément qui nous parle de son intention, ce sont les éléments de preuve quant à l'interaction qu'il avait avec la CIA. Le témoin RFJ01 est venu témoigner. Il a témoigné, donc, et nous l'avons décrit au paragraphe 166, notre mémoire. Je ne vais pas entrer dans les détails, je ne veux surtout pas causer de controverses ici, mais cela est vraiment très intéressant, n'est-ce pas? Alors qu'il y avait tout ce tourbillon de criminalité, Stanisic s'adressait ou essayait d'avoir le soutien de la CIA. Il était un interlocuteur de confiance, tel que nous l'avons dit au paragraphe 177 de notre mémoire en clôture. Si le témoin RFJ aurait pu témoigner, il aurait confirmé que l'administration Clinton était pro-musulman et anti-serbe de Belgrade. Et si
il y avait des éléments de preuve permettant de croire que Stanisic avait été impliqué dans des crimes de guerre. Il n'aurait jamais été invité aux États-Unis par le CIA. Et c'est ainsi que cela est possible d'être entouré de ce tourbillon de criminalité et de coopérer avec des acteurs responsables tels les États-Unis. Mais je ne vais pas entrer dans les détails. Il a participé, je ne vais pas vous parler du rôle de Dayton, de la façon dont il a pu relâcher un journaliste de Bielina, le pilote français, etc. Et donc tout ceci, vous connaissez tous ces éléments de preuve. Oui, bien évidemment, si l'on ignore tous les éléments à décharge, l'on peut croire à ses culpabilités, mais si vous ne croyez pas seulement aux éléments à décharge, mais si vous prenez également les éléments probants de l'intention, l'on ne s'adresse pas à la CIA en 1991, vous n'interagissez pas avec la CIA, vous ne les emmenez pas en Bosnie pour voir une fosse commune en 1993, à moins de se détacher de ce tourbillon de criminalité et de ne pas faire partie justement du tourbillon de criminalité en question. Concentrons-nous maintenant sur l'objectif criminel commun qu'avance l'accusation et de l'intention qui était l'intention pertinente comme l'avance l'accusation. Comme nous l'avons mentionné hier, il est tout à fait clair que l'accusation allègue un objectif criminel commun. Cela ne met pas en doute leur thèse. Ils l'ont dit également dans leur mémoire. La jurisprudence est tout à fait claire. L'on a vu tout cela dans leur mémoire, dans leur discours liminaire, dans le cadre de leur mémoire en clôture et dans l'acte d'accusation également, ainsi que dans les mémoires préalables au procès. Concentrons-nous maintenant sur Ivor Roberts. Oui, bien évidemment, ce dernier avait tout à fait raison quant au fait que Milošević souhaitait être ou devenir un nouveau Tito. Cela n'est pas très difficile à comprendre, mais ce que Ivor Roberts dit et ce qui a été mentionné ce matin dans le cadre par l'accusation, c'est que Milošević a dû, en fait, était pragmatique. Il a dû réduire son ambition car il avait réalisé que la limite de son pouvoir aurait été en Serbie. Milošević a accepté le nettoyage ethnique et a appuyé les Serbes de Bosnie car cela lui permettait de maintenir son pouvoir. Je voudrais simplement dire une chose. Le fait d'accepter le nettoyage ethnique n'est pas la même chose que l'intention. Ivor Roberts n'a pas essayé de donner une opinion juridique, mais ce sur quoi je veux me concentrer, c'est à quel moment est-ce que Milošević a réduit ses ambitions. Eh bien, vous savez, c'est vraiment un carrefour critique dans cette affaire. Et cela est vraiment très clair en l'espèce à quel moment il a réduit ses ambitions. Donia, le témoin de l'accusation, le 31 janvier 2018, à la page 29, nous a dit en fait à quel moment cela a eu lieu, le moment décisif lorsque entre Milošević et les Serbes de Bosnie, cette décision. Alors, c'était le 22 mars, lorsque Milošević, la RFI grec, a dit, en fait, désolé, Serbes de Bosnie, désolé, RSK, mais vous ne pouvez pas faire partie de la nouvelle République fédérale de Yougoslavie. Alors, à quel moment a-t-il réduit ses ambitions? Eh bien, c'est vraiment le moment clé. Cela est tout à fait clair que c'est à ce moment-là que Milošević a réduit ses ambitions et c'est à ce moment-là que l'objectif criminel commun d'après l'accusation a commencé. Mais si nous prenons que cet objectif a commencé au mois de décembre, je sais qu'il y a un certain nombre de jugements de ce tribunal qui ont trouvé que l'objectif criminel commun a commencé en décembre, mais Milošević a réduit ses ambitions en mars. Et donc, ce n'est pas simplement une ruse, non, pas du tout. Comme nous l'avons mentionné, il y avait
Milosevic et la RFY a pu s'aligner politiquement avec les Serbes de Bosnie et les Croates de Bosnie à partir de 1991 jusqu'en 1995. Et je crois que la question qui perdure dans cette affaire en l'espèce, c'est si l'accusation a raison, pourquoi ne l'a-t-il pas fait maintenant? Pourquoi est-ce qu'il semble avoir réduit ses ambitions en mars 1992? Eh bien, c'est la survie, c'est ça la réponse. Milosevic savait très bien, comme nous l'avons décrit dans notre mémoire de clôture, c'est que la communauté internationale n'aurait pas accepté que la nouvelle RFY comprenne également les Serbes de Bosnie, parce que cela aurait pu attiser les feux en Bosnie davantage, parce qu'à ce moment-là, les Serbes de Bosnie et les musulmans et les Croates en Bosnie qui tentaient de négocier un accord de paix, la communauté internationale exigeait que ces efforts se poursuivent. Et Milosevic savait très bien qu'il ne pouvait pas inclure les Serbes de Bosnie ou la RSK comme faisant partie de sa nouvelle RFY. Et c'est à ce moment-là qu'il a réduit ses ambitions. A-t-il réellement accepté le nettoyage ethnique à partir de ce moment-là? Eh bien, c'est une question vraiment très complexe, mais cela est tout à fait clair qu'à un certain moment, il a certainement dû le faire. Mais qu'est-ce que cela veut dire en réalité? Le fait d'accepter quelque chose dans le cadre d'un procès pénal, eh bien, en fournissant des armes aux Serbes de Bosnie, qui bien évidemment étaient engagés dans des activités de nettoyage ethnique, eh bien, vous pouvez arguer qu'il a accepté, mais vous pouvez également arguer, comme nous l'avons fait, c'est que s'il ne les avait pas approvisionné en armes, il se serait effondré, comme cela a eu lieu en 1995 lors de la plus grande crise humanitaire en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc le fait d'accepter le nettoyage ethnique n'est pas la même chose que d'en avoir l'intention. Accepter le nettoyage ethnique ne porte pas sur les aspects de l'accusation, à savoir qu'a-t-il accepté, quelles sont les autres choses qu'il a acceptées, quelles sont les intentions lorsque vous examinez le tout s'agissant de tout ce qui se passait à l'époque. La tentative de l'accusation d'essayer de déplacer l'objectif criminel commun n'a pas été atteint. Leur premier objectif criminel commun était d'objectiviser. L'accusation avait dit, je cite, « Il existait une vision qui ne pouvait pas être atteinte sans exclure les non-serbes de ces zones. » En d'autres mots, leur intention était d'unifier. Et cette unification était inexorablement liée au crime. Et c'est ce qui fait en sorte que l'on peut plaider un objectif criminel commun devant un procès au pénal. Alors que la jurisprudence est tout à fait claire pour ce qui est du TPY. Ce n'était pas donc une intention, c'était simplement une intention de nettoyer ethniquement. L'on ne démontrait pas pourquoi il l'a fait. Il n'a pas voulu le faire en Serbie. En fait, Milosevic a voulu justement l'opposer en Serbie. Il voulait faire en sorte que le pays reste ensemble, les musulmans à Saint-Jacques, la Voïvodina avec les Hongrois. Mais là, on nous dit que Milosevic avait l'intention de procéder à un nettoyage ethnique en Bosnie et en Croatie, mais nous ne savons pas pourquoi. Leur objectif criminel commun précédent, en fait, juridiquement, était logique. C'était logique aussi factuellement parce que les Serbes de Bosnie tentaient de le faire et c'est ce que les Serbes de Croatie voulaient également atteindre comme objectif. Mais maintenant, nous avons une vision politique, ou plutôt, se reprend, Maître Jordache, je vais reformuler ce que je veux dire, dit-il. Je crois que l'accusation savait que l'objectif criminel commun, bien évidemment, tout ceci était voulu par
des personnes en Croatie, en Bosnie, qui étaient composées de Serbes et de non-Serbes nettoyés ethniquement. Mais quel était alors l'objectif de Milosevic? Car si cela avait été atteint, qu'aurait-il voulu faire? Avoir une union politique avec ces États? De toute façon, il aurait pu le faire même avant, il aurait pu le faire à partir du début du conflit. Je suis vraiment navrée, dit Monsieur Stringer, de cette interruption. Il faut absolument mentionner que nous sommes bien au-delà de l'étendue d'une réplique. Donc, telle qu'elle avait été établie. Et donc tout ce qui a été dit aujourd'hui, c'est de parler de l'analogie du tourbillon, bien évidemment, mais je voulais simplement le dire pour que la Chambre puisse statuer sur cette question. Mais je voulais simplement mentionner que nous allons bien au-delà de l'étendue d'une réplique et duplique initial. Est-ce que vous avez une réponse? Demande le président à Maître Jordache. Eh bien, ce n'est pas du tout le cas, mais si vous le souhaitez, je pourrais certainement présenter nos arguments à l'accusation si vous le souhaitez, le président. Eh bien, comme cela a été indiqué hier lors de la séance hors cours, nous devons également faire l'économie du temps compte tenu des contraintes que nous vivons actuellement. Et donc, ces contraintes vous demanderaient d'être plus sélectif. Dans les réponses que vous fournissez à l'accusation, cette sélectivité s'applique encore et donc vous allez devoir vous limiter à votre réplique et donc duplique. Et donc, il faut réellement pouvoir se limiter à une réplique correcte. L'accusation a dit quelque chose aujourd'hui et a répété que l'objectif criminel commun n'a pas changé. Mais je voulais simplement souligner à quel point cela a changé, puisque cela a changé, puisque tout d'abord, cette institution a reconnu un certain objectif criminel commun, et puis, soudainement, nous avons un autre objectif criminel commun qui n'avait jamais été reconnu par cette institution comme étant un objectif criminel commun viable par cette institution. Donc, je crois que ce que cela veut dire est la raison pour laquelle l'accusation ne croit pas que Stanisic ait coopéré à la paix ou que Milosevic ait essayé. Pourquoi il ne mentionne pas en fait la tentative de Milosevic d'en arriver à la paix en 1992? Eh bien, cela n'est pas. Enfin, il ne mentionne pas du tout ces faits-là. Et je voudrais simplement attirer votre attention sur ces points-là. Alors, tout d'abord, l'accusation à la page 110 du mémoire de lundi avait dit que Milosevic voulait mettre un terme à la guerre après l'opération Tempête parce que 10 jours après l'opération Tempête, Milosevic et la RFY s'étaient accordés sur un nouvel objectif stratégique pour ne pas faire partie de la guerre. Mais l'objectif stratégique de Milosevic était de faire en sorte que le conflit se termine le plus rapidement que possible. Donc l'accusation accepte l'effondrement de l'administration des Serbes de Bosnie, le fardeau des sanctions et la crise humanitaire qui a menacé d'englober les RFY, et c'est cela qui avait motivé la tentative de paix de Milosevic, mais au même moment, ils affirment que cela n'a absolument aucune pertinence quant à leur objectif criminel commun. Donc, d'une certaine manière, nous nous rapprochons
de cette question. Nous sommes plus près que jamais quant à cette question. Parce que, Monsieur le Président, Monsieur le juge, si vous prenez les éléments de preuve, vous verrez que Milosevic et la RFY avaient souhaité la paix à partir de 1992. Et ce, pour exactement ces mêmes raisons. Et en fait, je voudrais même aller avancer ceci. C'est qu'en Croatie, en 1991, donc à partir de 1991, des dizaines de milliers d'extrémistes et de réfugiés se sont retrouvés en RFY, et non pas seulement après l'opération Tempête telle qu'elle est guidée par l'accusation. Les préoccupations de la RFY de Milosevic étaient toujours relatives à son pouvoir et à la sécurité de la RFY, et c'était toujours tout tournait toujours autour de lui. Le conflit était aux portes de la RFY à partir de 1991. Vous pouvez lire le procès-verbal de l'Assemblée serbe, la présidence de la RSFY. Cette conversation tourne constamment autour de ceci. On ne parle pas des objectifs stratégiques et on ne parle et s'agissant de l'affirmation de l'accusation quant à la création d'une homogénéité ethnique, même dans les conversations publiques, il n'avait absolument pas mention de cela. Il parle des objectifs stratégiques que reconnaît maintenant l'accusation. Donc il parle du but stratégique que l'accusation reconnaît maintenant comme ayant existé au moins en 1995, mais il existait plus tôt, comme vous le voyez au paragraphe 614 et 869 de notre mémoire en clôture. Cela motivait Milosevic à aller aux Nations Unies pour promouvoir le plan Vance, à motiver le changement et le fait qu'il se départisse des Serbes de Bosnie et le rejet de la RFY. Cela a été l'origine de la motivation de tout. Et je voudrais conclure en lisant quelque chose qu'il a dit, qui est totalement hors rapport de l'objectif criminel commun de l'accusation, s'exprimant à la présidence yougoslave de la FRY le 12 décembre 1991. Je cite d'abord, il faut créer avant tout les conditions d'une solution pacifique, c'est-à-dire le fait de se préparer et donc figer les choses. Si cela est fait par la résistance des personnes, eh bien cela ne sera pas la reconnaissance internationale. On n'arrivera pas à cette reconnaissance internationale. Et donc il est préférable d'aller vers une solution politique une fois que l'on aura réussi à figer les choses. Et après, nous pourrons discuter tous les modes politiques et les solutions possibles dans ces conditions, dans les conditions où personne ne meurt plus et où il y a protection des forces des Nations Unies de ces territoires qui empêcheront la pénétration de toutes les forces armées et de groupes armés qui risquerait de mettre à mal la sécurité dans ces territoires. C'est à la page 10 de la pièce 1D. L'interprète n'a pas saisi la cote. Donc, que l'on se penche sur ce que dit Milosevic dans le cadre de l'ancien objectif criminel commun, on voit qu'il n'y a pas d'éléments de preuve pour aller dans le sens de l'accusation. Et la même chose vaut pour le nouveau objectif criminel commun dans lequel l'accusation souhaite aller. La sécurité de la RFRY dépend du fait que la guerre s'arrête. Et donc, concernant cet objectif criminel commun visé par l'accusation, donc je dirais que en allant dans le sens de la paix, même avec des méthodes qui sont parfois très dures, il s'agit d'un calcul pour
arriver au terme du conflit, pas en passant par l'unification ou en essayant de créer des petits États. Ce qui l'animait, c'était de sauver sa propre peau. Et cela n'a rien à voir avec la question de l'intention. Et donc, ce que dit l'accusation au sujet du motif de Milosevic, c'est-à-dire le fait que c'était pas quelqu'un de bien, que ce qui le motivait, c'était sa survie, peu importe de cela, peu importe la situation en la matière, ce n'est pas cela. Ce n'est pas pour cela que les tribunaux internationaux sont créés. Il s'agit de voir où était l'intention et si l'accusation ne peut prouver qu'il y a une telle intention, eh bien, à ce moment-là, sa thèse s'effondre. Et on ne peut pas comme ça changer d'objectif. Merci, messieurs les juges, j'en ai terminé. Le juge Hall, merci, maître Bakrash. Vous avez quelque chose à dire, j'imagine, dans le cadre de la réplique, maître Bakrash? Oui, j'ai un certain nombre d'observations à formuler. Le président, très bien, nous allons maintenant faire la pause du déjeuner. Et lorsque nous reviendrons, nous entendrons maître Bakrash. Et si l'accusation en a la nécessité, elle pourra s'exprimer après avoir entendu maître Bakrash en revenant sur les points soulevés par maître Jordache. L'audience est suspendue.